Bon. Alors, le titre de ma présentation de mon séminaire est sur l'utilisation opérationnelle des modèles macroéconomiques. Alors, quel est l'intérêt de la macroéconomie? Bon, de mon point de vue, qui est extrêmement partial, la définition et l'intérêt de la macroéconomie est d'apporter une dimension d'équilibre général à la prévision et à l'évaluation des politiques économiques. Prenons un exemple. Par exemple, une baisse, en France c'est plutôt une hausse, des taux de cotisation sociale. Employeurs. On ne peut pas analyser les effets de cette mesure en regardant juste le marché du travail, c'est-à-dire dans un cadre d'équilibre partiel. Il faut prendre en compte quelles seront les réactions des entreprises, les réactions des salariés, celles des consommateurs, celles des concurrents étrangers. Il faut voir comment ces réactions ou ces interdépendances conduiront à altérer les prix, le stock de capital productif, l'emploi, la consommation, le solde extérieur. Tout ça ne peut être fait que dans un cadre d'équilibre général. Alors, les modèles macroéconomiques adoptent un cadre d'équilibre général. Et ils ont donc l'ambition de décrire les interdépendances entre les acteurs économiques et entre les marchés. En conséquence, ils présentent les canaux de transmission des politiques vers l'état de l'économie. Alors, ces modèles sont peut-être imparfaits, mais comme ils sont cohérents, et comme ils adoptent un cadre d'équilibre général, ils ont un avantage comparatif très grand, par exemple par rapport à des méthodes purement statistiques. Il existe deux types de modèles macroéconomiques permettant d'évaluer les politiques. Bon, je vais être un peu malhonnête parce qu'il en existe d'autres, mais je n'en parlerai pas. D'abord, les modèles macroéconométriques keynésiens, qui sont héritiers d'une tradition qui en fait est née avant-guerre, avec X. Ces modèles macroéconométriques keynésiens adoptent un cadre théorique qui est très simple. Est-ce que je vais trop vite? Oui, non. Ils adoptent un cadre théorique qui est très simple, peu contraignant, et cela laisse une grande liberté à l'économètre. C'est-à-dire l'économètre est très libre dans le choix des spécifications des équations, et cela lui permet d'obtenir des ajustements statistiques extrêmement précis. Alors, je prendrai comme exemple un modèle qui a été construit par la Direction générale du Trésor et qui est actuellement utilisé, qui s'appelle Mésange. Le second type de modèle, ce sont les modèles dynamiques d'équilibre général DSGE. Ils ont une spécification théorique qui est extrêmement précise, et cela réduit l'autonomie de l'économètre quand il essaie d'estimer le modèle. Et j'illustrerai ce type de modèle par EG, qui est un modèle qui a été construit par la Direction générale du Trésor. Alors, l'économie, c'est comme la médecine. C'est-à-dire que c'est une science, mais pas une science exacte. Cela veut dire que chacun des deux types de modèles permet, comme en médecine, des diagnostics qui sont rigoureux et des recommandations qui sont fondées. Mais on n'est jamais sûr que le diagnostic est juste et que les recommandations sont pertinentes. Donc, il est sage d'utiliser concurremment des exemples de ces deux types de modèles pour évaluer une politique ou pour répondre à une question de politique économique, et puis ensuite de choisir entre les diagnostics et les recommandations données par ces modèles. Alors, je vais d'abord parler des modèles macroéconométriques keynésiens. Ils ont deux avantages principaux. D'abord, ils sont construits autour d'un cadre de comptabilité nationale qui est relativement détaillé. La comptabilité nationale, c'est beaucoup d'identités comptables. Et ceci impose une forte cohérence dans les prévisions économiques.
ou bien dans les calculs de variantes, ou bien dans les scénarios de politique économique. Il faut que les comptes soient équilibrés, pour des raisons purement comptables. Alors, en adoptant un cadre de comptabilité nationale, on est obligé d'avoir des modèles relativement détaillés et donc de grande taille. Par exemple, 500 équations pour Mésange. Le deuxième avantage de ces modèles, c'est qu'ils sont estimés économétriquement sur données passées. Par exemple, pour Mésange, c'est depuis le premier trimestre 1978 jusqu'au premier trimestre 2006, pour la plupart des équations. Alors, cela est la grande liberté laissée à l'économètre dont j'avais parlé tout à l'heure, a pour conséquence que ces modèles peuvent reproduire de façon très satisfaisante le passé. Quand on les simule sur la période d'estimation, on obtient un ajustement qui est de bonne qualité. Alors, le principal défaut de ces modèles est l'absence d'un cadre théorique qui est bien fondé. Le court terme est bâti autour du cadre qui est quand même assez lâche, du vieux modèle ISLM. Et dans ce cadre, on introduit plein de rigidités. Les gens mettent du temps à changer leur consommation, les entreprises mettent du temps à se décider à investir, ou à augmenter leurs prix, ou à augmenter les salaires, etc. Ou bien Et toutes ces rigidités, même si elles font l'objet d'une estimation, elles sont quand même, d'un point de vue théorique, extrêmement ad hoc. Aussi, on spécifie les comportements des individus, enfin des agents, indépendamment. Il y a le comportement de consommation des ménages, le comportement d'investissement des entreprises, etc. Donc, ces comportements qui sont construits indépendamment sont peu cohérents entre eux. Et pour les anticipations, en général, on adopte des règles extrapolatives, plus ou moins sophistiquées, c'est-à-dire, par exemple, on essaie de construire la prévision du prix sur l'année prochaine à partir des prix observés dans le passé. Alors, l'ennui, c'est que ces extrapolations deviennent irréalistes s'il y a quelque chose de brutal qui se produit dans l'environnement ou dans les politiques économiques qui entraîne une rupture. À ce moment-là, on se trompe totalement et on suppose donc que les agents ne lisent pas les journaux. En gros, le gros argument pour les anticipations rationnelles, c'est que les agents lisent les journaux et ne se contentent pas d'extrapoler le passé. Ils regardent, par exemple, la majorité a changé, elle va peut-être faire des choses différentes, etc. Alors, une critique qui est importante de ces modèles trouve son origine dans l'instabilité des valeurs de leurs paramètres. Alors, prenons l'exemple de l'équation de consommation. L'équation de consommation est centrale. Vous savez, c'est le cœur du multiplicateur keynésien et c'est donc le cœur de ces modèles. Alors, on l'estime sur une centaine de trimestres. Et on peut avoir une qualité de l'ajustement qui est excellente, avec un coefficient de détermination, un R2, qui est très élevé. Pour cela, il suffit d'ajouter une liste de variables adéquates avec les retards adéquats. On le fait par tâtonnement. On essaie des centaines de combinaisons et on prend ce qui marche le mieux. Alors on peut mettre le taux d'intérêt avec de différents retards, le taux de chômage, le taux d'inflation, etc. Et ce qui donne le meilleur résultat, on le retient. Alors le problème, c'est que cette méthode, les Anglais l'appellent data mining, ce qui est très péjoratif. Ça veut dire qu'on obtient un R2 élevé en essayant tout ce qui est possible, et bien sûr, par le simple hasard, en essayant tout ce qui est possible, on finit par obtenir un R2 élevé. Mais cette précision de l'ajustement est tout à fait factice. Et ça se voit dans le fait que les performances de l'équation deviennent extrêmement médiocres dès qu'on sort de la période d'estimation. Bon, je ne sais pas,
En général, l'économètre dit « Ah, les Français ont changé leur comportement ». Bon, mais ce n'est pas du tout ça. Hein. C'est que dès qu'on sort de la période d'estimation, l'ajustement obtenu par un data mining intensif cesse de fonctionner. Donc le modélisateur, en dehors de la période d'estimation, il est conduit à ajuster de façon ad hoc son équation. D'abord, il change un peu la constante, puis il réestime un peu l'équation en disant peut-être que tel coefficient a bougé, peut-être que telle variable on peut la supprimer, ou tel retard on peut l'ajuster, etc. Et il est content. Mais dès qu'il arrive de nouvelles données, on s'aperçoit que les prévisions données par cette équation, en dehors de la nouvelle période d'estimation, sont toujours mauvaises. Alors, la critique de Lucas, je ne vais pas avoir le temps d'en parler, je dirais que c'est une élaboration de la critique que je viens de faire sur l'instabilité des paramètres de l'équation. Alors quand même, en dépit de cette critique, où j'ai peut-être été un peu loin, comme les modèles macroéconométriques keynésiens ont une bonne qualité du point de vue de leur ajustement statistique sur données passées, ils sont utilisés pour la prévision. Par exemple, Mésange contribue à l'élaboration des prévisions conjoncturelles effectuées par l'INSEE 4 fois par an. Vous voyez, l'INSEE fait des prévisions très statistiques en utilisant les résultats de multiples enquêtes, etc. Le problème de ces prévisions très statistiques est qu'il n'y a pas de cohérence entre elles, notamment de cohérence comptable. Et cette cohérence est forcée, disons, en utilisant un modèle comme Mésange qui dit, bon, vous ne pouvez pas prévoir, par exemple, une augmentation de l'investissement avec une baisse de la consommation, il y a quelque chose qui ne colle pas sur un simple plan comptable. Donc, finalement, ces modèles keynésiens peuvent être utilisés pour compléter les enquêtes de conjoncture et introduire une cohérence, disons, statistique, enfin, économétrique et comptable par rapport aux méthodes, disons, purement statistiques qu'utilisent les enquêtes de conjoncture. Alors, je voudrais quand même dire quelques mots sur comment est-ce qu'on fait une prévision. Bon, je peux dire c'est l'enfer. Moi, je n'ai jamais voulu faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez un grand nombre d'équations. On vous demande de prévoir, par exemple, pour les 4 prochains trimestres. La première chose, c'est d'évaluer la qualité de chacune de ces équations sur les derniers trimestres observés. Par exemple, est-ce qu'une équation a tendance, est-ce que cette équation a tendance depuis 1 ou 2 ans à taper systématiquement en dessus ou à taper systématiquement en dessous? Donc, si elle tape systématiquement en dessus depuis 4 trimestres, 8 trimestres, vous essayez d'ajuster un peu la constante. Ou peut-être, vous allez plus loin, vous essayez de réestimer l'équation. Aussi, vous regardez les termes d'erreur. Les termes d'erreur, théoriquement, ils devraient être centrés autour de 0. Parfois au-dessus, parfois au-dessous. S'ils ne sont pas centrés au-dessus de 0, vous essayez d'extrapoler aussi les termes d'erreur, ce qui est un peu similaire à ajuster les constantes. Donc, c'est la première chose à faire. La seconde chose à faire, c'est que dans le modèle, il y a des variables endogènes qui sont calculées par le modèle et des variables exogènes. Par exemple, l'environnement international, qui est calculé hors modèle. Donc, il vous faut faire des prévisions sur ces variables exogènes, donc sur l'environnement international, et puis, oui, en général, c'est ça, parce que la politique économique, on peut considérer qu'elle est connue. Et quand vous avez fait tout ça, vous pouvez faire tourner le modèle, et vous avez ainsi une prévision. Donc, c'est un travail qui est assez ingrat, mais c'est comme ça que ça se fait. Alors maintenant, je peux parler du second type de modèle, qui sont les modèles DSGE. Alors, la grande qualité des modèles DSGE est qu'ils ont un fondement théorique rigoureux.
enfin, rigoureux pour un macroéconomiste, qui est moins rigoureux qu'un microéconomiste. D'abord, il repose sur des hypothèses d'optimisation intertemporelle des agents. C'est-à-dire ce que je fais aujourd'hui, c'est fonction de ce que je compte faire jusqu'à ma mort. Et deuxièmement, ils reposent sur l'hypothèse d'anticipation rationnelle. Alors cela signifie, comme vous l'avez appris tout à l'heure, que les agents utilisent, pour prévoir le futur, toute l'information dont ils disposent maintenant. Et notamment, comme les gens qui ont construit le modèle utilisent des informations qui sont publiques, les gens ordinaires connaissent l'information utilisée par les modélisateurs. Et comme ils sont aussi intelligents que les modélisateurs, les prévisions qu'ils font sont les mêmes que les prévisions que font le modèle. Donc parfois on parle d'anticipation cohérente, ça veut dire que les anticipations des agents sont les mêmes que celles du modèle ou du modélisateur. Alors, le gros avantage de ça, c'est que ça supprime des adoqueries, où ça suppose que les agents ont une perception qui est cohérente du futur. C'est-à-dire qu'ils lisent les journaux, comme je disais tout à l'heure, y compris les prévisions faites par les journalistes, et ils sont capables de faire un peu des idées sur le futur qui ne sont pas idiotes. Alors ça, c'est une grande qualité. Attendez, j'aurais dû... Voilà. Alors, l'un des avantages de ce cadre théorique rigoureux est que les résultats des simulations des modèles DSGE peuvent être interprétés à la lumière des développements récents de la macroéconomie, ou de la théorie macroéconomique. Donc ça fait un dialogue entre des gens qui sont des théoriciens et les modélisateurs qui sont des gens plus appliqués. Et il y a aussi moins de chances que les résultats proviennent d'incohérences entre divers comportements d'un même agent. Quand je m'avais dit, dans les modèles macroéconométriques keynésiens, chaque équation ou chaque comportement est modélisé à part. Tandis que là, on essaie de mettre une cohérence entre tous ces comportements. Ou aussi, pour les anticipations, on ne met pas des règles d'anticipation qui sont simplement extrapolatives et qui peuvent créer des dynamiques, éventuellement même des dynamiques cycliques, qui sont complètement irréelles et qui sont un peu dues au fait qu'en mettant des dynamiques ad hoc et compliquées dans un modèle, on peut avoir des propriétés dynamiques étranges. Alors, dans DSGE, il y a stochastique. Ils ne sont pas tous stochastiques, mais quand même, on garde le terme de stochastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un modèle DSGE formalise la réaction optimale des agents et l'interdépendance des agents dans leur réaction à des chocs stochastiques imprévisibles, des nouvelles ou des news qui frappent l'économie. Alors là, c'est une idée qui est ancienne. C'est une théorie du cycle qui avait été développée par Frisch et Slutsky, avant-guerre, si je ne me trompe pas, mais dont l'intuition remonte à Wicksell, à la fin du siècle dernier, du siècle avant-dernier. La phrase de Wicksell, c'était à peu près ça. Si vous frappez un cheval à bascule avec un bâton, le mouvement du cheval est très différent du mouvement du bâton. Alors, le système économique et le modèle sont le cheval à bascule. Les coups de bâton aléatoires et irréguliers sont les perturbations de l'environnement, les perturbations technologiques, les fluctuations du prix du pétrole, par exemple, les fluctuations dans les préférences des gens, les fluctuations dans les politiques. Et ces chocs irréguliers et le modèle ou l'économie génèrent un cycle économique qui est relativement régulier, comme le mouvement du cheval à bascule. Alors là, c'est un peu raté parce que je pensais que vous auriez tout connu sur les modèles RBC,
et donc j'essaie d'expliquer la différence entre les modèles DSGE et les modèles du RBC, Real Business Cycle. Je dirais que les modèles du RBC ont la même idée que celle que je vous ai présentée jusqu'à présent. Mais ils sont purement néoclassiques, c'est-à-dire il y a de la concurrence parfaite et tous les marchés sont équilibrés, à chaque instant, comme dans Walras, sauf que c'est un intertemporel, mais c'est comme dans Walras. Alors, dans les modèles DSGE, on introduit des imperfections des marchés. Par exemple, la concurrence monopolistique sur le marché des biens. Ce n'est pas juste pour s'amuser, je vais vous expliquer un peu pourquoi. On introduit des rigidités nominales sur les prix et les salaires. Les prix mettent du temps à s'ajuster, les salaires mettent du temps à baisser, comme on le voit en Grèce. On introduit des rigidités dans les comportements. Par exemple, dans la fonction d'utilité des ménages. Ma satisfaction dépend de ma consommation courante, mais ça dépend aussi de l'augmentation de ma consommation par rapport à ma consommation passée. C'est-à-dire, je suis content de ce que je consomme, mais je suis content aussi de consommer plus. Donc, ça introduit une rigidité ou une mémoire, disons, dans ma consommation. Alors, tous ces petits addendas, ou ces petits ajouts, permettent, à la différence des modèles néoclassiques RBC, de retrouver dans les modèles DSGE des propriétés keynésiennes dans le court et le moyen terme. Et aussi, on retrouve une certaine souplesse dans les spécifications qui permettent d'obtenir des simulations du modèle qui ne soient pas trop différents de ce qu'on a observé dans le passé. Alors, c'est quand même pas tout à fait comme les modèles macroéconométriques, parce que ces nombreux ajouts reposent sur les optimisations et des développements théoriques qui sont beaucoup plus élaborés que dans les modèles macroéconométriques keynésiens. Maintenant, la juxtaposition de tous ces ajouts n'est quand même pas totalement cohérente. Et comme chacun de ces ajouts a pour but d'intégrer dans le modèle un fait stylisé observé dans la réalité, il y a une caractéristique par exemple dans la variance de la consommation ou l'autocovariance de l'investissement, on a quand même l'impression qu'on se rapproche des méthodes de data mining que j'avais soulignées dans les modèles macroéconométriques. On se remet à rechercher, à ajuster la structure du modèle pour que ça colle aux données passées, avec le risque d'introduire une grande fragilité ou adoquerie. Alors, la première limite des modèles DSGE est qu'ils sont tellement compliqués sur un plan théorique qu'ils ne peuvent avoir qu'une taille réduite, quelques dizaines d'équations. La rigueur des fondements théoriques a pour contrepartie que les équations ont des spécifications qui sont très contraintes, en dépit des ajustements dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, quand on estime ces modèles par des méthodes d'équations simultanées, et non pas équation par équation, on rencontre deux problèmes. Le premier, c'est un problème de quasi-non-identifiabilité. C'est-à-dire que l'histoire de la France sur les 80 ou 100 derniers trimestres est trop pauvre. Il ne s'est pas passé des choses suffisamment excitantes ou suffisamment brutales pour fournir une information suffisamment précise pour estimer tous les paramètres. Donc il y a des paramètres très importants qu'on est incapable d'estimer avec précision à partir de ce qui s'est passé au cours des 25 dernières années. C'est normal. Enfin, heureusement qu'il y a la crise actuelle qui met un peu d'animation, mais autrement, bon, en France, il ne se passe rien. Une année, le taux de croissance, il est de 1,8%, l'année après 2,3%, l'année après 1,4%. À partir de ça, on ne peut pas avoir des estimations très précises de paramètres très profonds.
Donc effectivement, on est souvent obligé de compléter l'estimation en mettant un peu des valeurs ad hoc de certains paramètres en se disant on sait bien que le taux d'impatience, que le taux d'escompte des ménages, c'est 0,99. Le facteur d'escompte, pardon, 0,99. D'autre part, et le second problème, c'est que la spécification est tellement contrainte a priori que ces modèles ne peuvent reproduire au mieux que très approximativement l'évolution observée dans le passé. Donc ces modèles, en général, enfin, certains qui les construisent prétendent le contraire, mais je crois que c'est assez vrai, ces modèles, en général, ne peuvent pas être utilisés ou ne sont pas utilisés pour la prévision. Je crois que je suis dans les temps. Maintenant, je vais parler comment utiliser ces modèles. En fait, on peut faire des utilisations déterministes ou des simulations déterministes ou des simulations stochastiques pour évaluer les politiques économiques. Alors, commençons par les simulations ou utilisations déterministes. Vous avez un modèle. D'abord, vous calculez un compte central. Par exemple, pour la France jusqu'en 2015 ou 2017, ou moins, ou 2014. Alors, pour calculer ce compte central, vous fixez les valeurs des paramètres et vous fixez la trajectoire des variables exogènes et des variables de politique économique à des valeurs de référence. Et puis, vous utilisez le modèle pour calculer les valeurs de référence des variables endogènes. Donc, si vous voulez, le compte central est une prévision de référence pour la France jusqu'en, par exemple, 2014, dernier trimestre 2014. Quand vous avez fait ça, ce qui est le plus difficile, c'est une prévision. J'avais dit qu'une prévision, c'est l'enfer, parce qu'il faut examiner équation par équation, si elle tire un peu en dessus, en dessous, l'ajuster, essayer de prévoir les résidus, etc. Quand vous avez fait ça, vous avez fait le gros du travail. Après ça, vous calculez une variante. Alors, une variante, par exemple de politique économique, c'est vous changez la trajectoire d'une ou plusieurs variables exogènes ou de politique économique qui vous intéressent. Par exemple, vous augmentez le taux de cotisation sociale employeur de 1 point. Et vous calculez les valeurs des variables endogènes. Ça, c'est très simple. Parce que tout le reste, c'est comme le compte central, sauf la variable ou les variables que vous avez changées. Vous avez pu taper sur le prix du pétrole, le prix du pétrole s'il baisse, ou le taux d'intérêt aux États-Unis, des choses comme ça. Vous avez dans le compte central la trajectoire suivie par les variables endogènes pour la variante. Vous faites la différence entre les deux, et ainsi, vous pouvez mesurer l'effet résultant de la cause que vous avez mis dans la variante. Je vais donner un exemple à la fin de cette séance. Alors, pour le calcul de la variante et du compte central, les termes d'erreur des équations estimées, économétriques, ont été mis à 0. Et à cause de ça, on dit que c'est une simulation déterministe. Tout ce qui était aléatoire a été mis à sa valeur espérée, c'est-à-dire 0. Alors comme ça, on peut évaluer les effets de changement de la politique économique. Par exemple, quand on avait jadis, j'avais regardé des résultats de ce qu'on appelait à l'époque la TVA sociale, qu'on a appelé après la TVA compétitivité, j'ai dit bêtise. Comment? Non, la TVA sociale, la dernière, c'était la même, mais c'était appelé compétitivité, je crois. Antidélocalisation, je suis bête. Antidélocalisation. Donc, effectivement, on peut comme ça faire une évaluation. Alors, une utilisation stochastique.
là, vous partez des termes d'erreur. Enfin, il faut toujours avoir un compte central. Si vous n'avez pas de compte central, vous ne pouvez rien faire. Donc, on fait des hypothèses sur les processus stochastiques qui sont suivis par les termes d'erreur, des équations estimées. Alors, en général, ces hypothèses résultent de l'observation de ces termes d'erreur sur le passé. On voit quel est leur écart type, quelle est leur autocorrélation, etc. Donc, quand vous avez estimé les processus stochastiques sur les termes d'erreur, vous simulez le modèle après avoir attribué aux termes d'erreur de chaque trimestre des valeurs obtenues par un tirage aléatoire conforme à la loi des processus stochastiques. Très facile. Dans tous les programmes de simulation, ou dans tous les programmes, disons, un peu mathématiques sur ordinateur, vous avez des tirages de nombres pseudo-aléatoires. Bon, donc vous tirez ces nombres pseudo-aléatoires en conformité avec les processus stochastiques que vous avez estimés, et vous avez donc des séries de résidus ou de termes d'erreur. Et donc, vous mettez ces séries de résidus ou de termes d'erreur dans les équations, et vous obtenez une simulation stochastique. Alors, vous pouvez calculer un grand nombre de simulations stochastiques. Vous faites simplement des tirages différents. Vous pouvez donc faire par exemple 100 ou 300 simulations stochastiques. Et quand vous avez fait 100 ou 300 simulations stochastiques, par exemple sur la France sur 10 ans, vous pouvez calculer les caractéristiques stochastiques des variables endogènes. Par exemple, leur variance. Est-ce que la variance de la consommation est élevée ou bas? Est-ce que l'écart type de l'investissement est élevé ou bas? Ou la variance des prix? Ou bien vous pouvez regarder les autocorrélations. Ou bien vous pouvez voir si votre modèle génère des cycles, etc. Alors, cette utilisation est beaucoup utilisée pour évaluer ce qu'on peut appeler les règles de politique économique. Alors, en général, quand on parle de règles de politique économique, on pense à la Banque centrale. Par exemple, la Banque centrale européenne, on dit qu'implicitement, elle fixe le taux d'intérêt en suivant une fonction de réaction, un peu comme une fonction de Taylor, par exemple. Et puis, si on changeait les coefficients de la fonction de Taylor, est-ce que les prix seraient plus variables? Est-ce que l'activité serait moins variable? Donc, on peut utiliser ces simulations stochastiques pour voir comment la Banque centrale peut stabiliser ou déstabiliser certaines variables économiques. Mais ça peut être utilisé pour des choses encore plus simples. Vous savez, les stabilisateurs automatiques, c'est tout simplement le fait que les gros budgets de l'État qu'on a dans les pays d'Europe continentale, en fait, automatiquement, tendent à apparaître en déficit en période de récession et en excédent, ou en moindre déficit, disons, en période d'expansion. Simplement parce que les aides sociales baissent automatiquement en période de récession, en période d'expansion, pardon, et les recettes fiscales augmentent en période d'expansion. Donc on peut essayer de voir si en changeant des règles fiscales, comment ces stabilisateurs automatiques stabilisent plus ou moins les prix ou l'activité. Donc il y a ces deux utilisations. Alors, je vais donner des exemples, en fait, uniquement de simulations déterministes. Alors, je vais prendre mes exemples d'abord dans Mésange, modèle macroéconométrique, et ensuite, hélas, je ne disposais pas des variantes du modèle Heger quand j'ai préparé cette conférence, mais je disposais des variantes d'un modèle similaire, mais plus simple, qui avait été fait toujours à la Direction générale du Trésor un peu auparavant par Coupé et Red. Et je peux comparer les résultats de ces deux modèles. Alors, le fonctionnement qualitatif des deux modèles sont très voisins dans le long terme.
Le long terme de ces deux modèles, c'est conforme au modèle de croissance néoclassique. Bon, simplement, les modèles keynésiens, évidemment, ils sont du type solo, c'est-à-dire avec un comportement où une proportion constante du revenu est épargnée et investie chaque période, tandis que les modèles des SGE, ce sont des modèles néoclassiques du type Ramsey, dans lequel les agents optimisent intertemporellement. Mais les différences dans le long terme ne sont pas considérables. Donc, les résultats qualitatifs dans le long terme des deux modèles sont très voisins. Hélas, les résultats quantitatifs peuvent différer nettement. Et la raison vient, je crois, des spécifications et des méthodes d'estimation. Je ne suis pas capable de dire quelle est la part due aux spécifications des équations et la part qui est due aux méthodes d'estimation. Vous savez que c'est équation par équation dans les modèles macroéconométriques et c'est toutes les équations à la fois dans les modèles DSGE. Mais aussi les spécifications au niveau des détails peuvent être assez différentes et ça peut donner des grosses différences de résultats économétriques. Dans le cas que je prends, la grande différence, c'est que quand on les regarde rapidement, les équations de salaire, qui relient le salaire au chômage ou le salaire à l'emploi, ont l'air très voisines. Mais simplement, l'élasticité du salaire à l'emploi est très différente entre le modèle DSGE et le modèle keynésien. Je ne dis pas que ce soit toujours le cas, mais là c'est le cas. Et cette grosse différence a pour conséquence, comme on le verra dans un petit moment, des résultats de long terme qui sont quantitativement très différents, bien que les signes soient les mêmes. Les fonctionnements de court terme des deux modèles sont, eux, qualitativement très différents. On n'a même plus la proximité théorique qu'on a dans le long terme. Alors, la principale différence, c'est que dans Mésange, dans la tradition keynésienne, les ménages fondent largement leur consommation sur leurs revenus courants. C'est un peu plus élaboré que la fonction de consommation keynésienne, vous savez, C égale AR plus B, mais c'est un peu ça. Donc, le revenu courant influence beaucoup la consommation courante. Dans EG, pour la majorité des ménages, et dans le modèle antérieur de Coupé et Rennes pour tous les ménages fondent leurs décisions de consommation sur leurs revenus permanents anticipés. C'est-à-dire que mon revenu courant n'influence pas mes choix de consommation d'aujourd'hui, c'est en gros le revenu moyen que j'espère avoir au cours des nombreuses prochaines années qu'il me reste à vivre. Donc, la consommation dans le modèle EG et dans le modèle de Coupé et Rennes est beaucoup moins sensible au revenu courant que dans le modèle Mésange. La conséquence est que vous avez un gros multiplicateur keynésien dans le modèle Mésange, qu'on va voir tout à l'heure, mais vous n'avez pas de multiplicateur keynésien dans le modèle de Coupé et Rennes et un multiplicateur keynésien plus faible dans le modèle EG. Mais je crois que c'est la grosse différence, c'est la faiblesse des multiplicateurs keynésiens dans les modèles DSGE. Oui, j'ai raté un peu. Alors, le tableau 1 calcule l'effet, donne le multiplicateur keynésien pour Mésange, si vous voulez, en termes simples. C'est on augmente l'investissement des administrations publiques, en gros la demande par l'État, de 1 point de PIB en volume de façon permanente. Donc c'est typiquement le multiplicateur keynésien. Alors vous avez là, je ne sais pas si on arrive à lire, alors la première ligne, c'est l'effet de cette mesure de politique budgétaire sur le PIB. Et c'est en fait le multiplicateur keynésien. Donc vous voyez, enfin je vais essayer, c'est tout ce que j'ai mis. Ouais, non, je crois que j'espère que je ne vais pas l'emporter avec moi. Ah oui, je l'ai là. Pardon. Donc, vous avez la première ligne qui est là.
Donc, vous voyez, le multiplicateur keynésien, il faudrait mieux que je remette les lunettes. Il est supérieur à 1 pendant 5 ans. Il a un pic qui est de 1,33, ce qui est important. Et au bout de 10 ans, il est encore égal à 0,74. Donc vous avez un multiplicateur keynésien qui est très élevé et qui est très persistant. Alors c'est une particularité de mésange, peut-être des modèles macroéconométriques ou peut-être des Français. J'ai l'impression que les modèles étrangers ont des multiplicateurs keynésiens qui sont peut-être plus faibles et surtout moins durables. Alors vous pouvez voir, je ne vais pas commenter, eh bien, si la production augmente de 1,3 de PIB, si l'investissement de l'État augmente de 1 point de PIB, ça veut dire que pour les gens comme vous et moi, il reste 0,3 points de PIB à se partager. Alors on peut deviner, c'est que la consommation des ménages augmente, mais aussi, sur le plan, les importations augmentent, les exportations ne bougent pas beaucoup, etc. Donc on peut voir comment se répartit l'augmentation du PIB qui n'est pas accaparée par l'État pour investir entre les gens ordinaires et l'étranger. Alors, le tableau 2 donne l'effet. Alors ça c'était un choc, disons, c'était un choc de demande. Et comme le modèle de Coupé-Rennes n'a pas de multiplicateur keynésien, c'est-à-dire le multiplicateur keynésien est 0, je n'ai pas donné les résultats pour le modèle de Coupé-Rennes. Et pour EG, j'aurais eu sans doute des résultats positifs, mais je n'ai pas les résultats, mais probablement positifs et plus faibles que là. Enfin, ou moins persistants, en tout cas. Alors maintenant, je vais regarder un choc de politique économique d'offres. Une hausse permanente de la taxation des revenus du travail. On augmente les cotisations sociales employeurs de 1 point du PIB en volume. Alors, regardons d'abord les effets de long terme. Vous voyez, les effets de long terme, ils sont représentés là pour mésange, et là-bas, je n'arrive pas à la voir. Ah, bon. Là-bas, vous le voyez, pour le modèle de Coupé-Rennes. Alors, les signes sont pareils. Donc ça correspond au fait que dans le long terme, ces modèles fonctionnent pareillement. Mais les amplitudes ne sont pas du tout pareilles. Regardez pour la production, moins 1,43 et moins 0,1. C'est un rapport de 1 à 10. Bon, la raison, c'est celle que je vous ai dit, c'est essentiellement, pas uniquement, mais largement l'équation de salaire, qui a une élasticité qui est très différente entre les deux modèles. Or, quelle est dans la réalité l'élasticité des salaires à l'emploi? J'avoue que je ne sais rien du tout, sauf que les deux modèles donnent des réponses très différentes à cette question. Alors, les effets de court et moyen terme sont quand même très différents. Tout ce qu'on peut dire, c'est que quand même une augmentation des cotisations sociales employeurs, dans le court et dans le moyen terme, ce n'est pas bon pour la production et pour l'emploi, pour les deux modèles, et c'est aussi mauvais pour les prix, puisque ça augmente les prix. Aussi, vous voyez, j'ai mis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, pour qu'on voit les vitesses de convergence. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que là, l'équilibre de long terme est atteint beaucoup plus vite pour un modèle DSGE que pour un modèle macroéconométrique keynésien. Alors pourquoi? Je vais tenter une réponse qui est probablement un peu fausse, qui est que dans les modèles DSGE, les gens sont intelligents et donc ils s'adaptent vite, tandis que dans les modèles macroéconométriques keynésiens, comme ils ont des comportements qui sont souvent un peu automatiques, notamment dans les anticipations, ils sont moins intelligents et mettent plus de temps pour comprendre ce qui se passe. Mais c'est peut-être un peu partisan de présenter les choses de cette façon. Bon, je ne sais pas si je peux
Ouais, je peux peut-être conclure en 2 minutes. Hein. Quelques économistes, mais surtout des non-économistes, ont critiqué les modèles macroéconomiques en expliquant qu'ils n'avaient pas été capables de prévoir la crise que connaît le monde depuis 2007. Alors, je trouve que c'est un argument qui est tout à fait discutable. C'est-à-dire que les économistes ne sont pas mieux placés pour prévoir une crise majeure que le conducteur d'une automobile pour prévoir l'accident qu'il va avoir. Alors, tous deux, le conducteur d'automobile comme les macroéconomistes, peuvent mettre des probabilités sur ces deux événements. Ils peuvent aussi tenter de réduire leurs conséquences, par exemple en ne conduisant pas en état d'ébriété. Mais exiger des économistes, comme des politiques d'ailleurs, qu'ils empêchent les crises, c'est aussi déraisonnable que d'exiger des automobilistes qu'il n'ait jamais d'accident. Alors bien sûr, ex post, on peut dire que l'accident, la personne l'a bien mérité et que c'est sa faute, mais ça c'est ex post. Donc la critique de l'automobiliste ex post, c'est comme celle de l'économiste ex post. Alors quand même, j'avais bien aimé un article de Lucas de 2009 qui répondait à des arguments un peu démagogiques sur l'échec de la macroéconomie. Lucas remarquait que la Federal Reserve et ses dirigeants, qui sont des économistes, des gens comme Mishkin, qui sont des bons économistes, ou Bernanke, qui sont des bons économistes universitaires, etc., ils ne s'en sont pas si mal sortis que ça. La stabilisation de l'économie mondiale après 2008, ça a quand même été relativement rapide, même si ce n'est pas totalement satisfaisant, hein, et ça n'a rien à voir avec la longue et profonde contraction qui a suivi le crash boursier de 29, ni même la stagflation durable qui a eu lieu après le choc pétrolier de 73. Alors, je crois que c'est encore un peu tôt pour évaluer les effets des crises qu'on a depuis 2007 sur la science économique ou sur la science financière. Bon, c'est certain que ça conduira à des rectifications et des enrichissements. Notamment une chose qu'on ne comprend pas, hein. Enfin, moi je ne comprends pas, hein. C'est comment se forment les anticipations, comment fonctionnent les bulles spéculatives, et comment fonctionnent les primes sur le taux d'intérêt. Les primes sur le taux d'intérêt, ce n'est pas un processus continu. La prime, c'est tout faible, et puis d'un seul coup, ça saute. Ce qui pourrait nous arriver bientôt, mais ce qui, par exemple, était assez frappant quand on regardait l'Argentine au moment de sa crise. Jusqu'à un mois avant la crise, le spread sur le taux d'intérêt auquel les Argentins empruntaient sur le reste du monde était très modéré. Puis ça a sauté d'un seul coup. Donc ces choses-là, peut-être qu'on arrivera à les élucider après la crise récente. Peut-être aussi, vous voyez, un des bienfaits du choc pétrolier de 1973, c'est que les économistes et les politiques étaient devenus pour quelques années plus prudents ou même plus humbles. Et ils avaient cessé de croire qu'on pouvait faire une stabilisation fine et précise de l'économie, ce qu'on appelait du fine-tuning, ou entreprendre des politiques de stabilisation complexes, qui en général étaient décevantes. Donc probablement, on arrivera à des choses comme ça. Mais je suis incapable de dire s'il y aura une nouvelle révolution de la pensée, disons, macroéconomique dans les années à venir, ou si on se contentera simplement de raffiner les modèles des SGE. Bien, merci.